Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de la petite Skyline, on va parler un peu technique. Je sais pas si certains d'entre vous font de la piste, font du drift comme moi. Pour ceux qui en font, en tout cas, savent que les voitures ont tendance à surchauffer. Et je voulais aborder un sujet donc de refroidissement avec vous. Je suis en train de terminer ma Nissan Cefiro A31 et actuellement je suis en train d'améliorer donc le cooling et le refroidissement. Ça va passer par plusieurs radiateurs, vous allez voir, il y a le radiateur d'eau, bien évidemment, radiateur d'huile, radiateur de direction assistée, et refroidissement de l'air du turbo, l'intercooleur. Donc c'est assez soft, vous allez voir, on n'est pas parti sur des modifications extraordinaires ou du haut de gamme, mais c'est des modifications efficaces. J'ai pas mal d'expérience dans le drift et je sais quels sont les points faibles sur nos voitures, en tout cas nos voitures japonaises. Oui, ça a des points faibles. Je sais que les mecs en BM vont dire, nous on s'en fout, sans l'huile et sans liquide de refroidissement ça tourne toujours. Mais nos petites charrettes ont tendance à avoir des petits soucis, donc le mieux c'est d'anticiper et préparer au mieux la voiture pour justement les conditions difficiles, surtout en drift. Donc améliorer le cooling. Allez, c'est parti. Voici la bête. Donc Nissan Cefiro A31, ça c'est son code. Donc c'était une grosse berline familiale. Elle n'est pas très réputée dans le drift ou même dans le steel stance. Elle n'a pas été importée aux États-Unis comme d'autres voitures. En Europe on n'en trouve pas. En France c'est la seule. Et cette caisse avait quand même d'origine des bonnes caractéristiques. Donc le RB20 6 cylindres, je crois qu'elle existait aussi en RB25. Bon, il y a eu plusieurs types de blocs, hein, RB20 E, DE je crois, et RB25 pour les gros modèles. Donc celle-ci n'est plus en 6 cylindres. Il y a le 4 cylindres, c'est un SR20 de 180 SX, SR20 Red Top on appelle ça. Donc Red Top, elles avaient le cache culbuteur rouge, là il est bleu mais ça n'a rien à voir. C'était en gros les premières générations de SR20. Donc on peut le voir juste, il y a l'admission qui est différente par rapport aux SR20 de chez nous qui sont dans les 200 SX. Et voilà, donc le moteur avait déjà été préparé, il y a un turbo H-caisse, il y a pas mal de bonnes modifications, elle avait sorti 320 chevaux. Cette caisse, donc je l'ai achetée nue, la coque était démontée. Alors Greg du garage Kamikaze qui l'avait importé à l'époque du Japon, donc je parle de ça, c'était il y a 15 ans. Avait du coup fait des modifications, avait refait entièrement la carrosserie sur la caisse. Il l'avait redémonté, je crois, une deuxième fois et n'avait pas eu le courage de la remonter, donc je l'ai racheté. Je l'ai racheté parce que c'était un coup de cœur. Cette voiture, en fait, c'est une des premières caisses importées du Japon qui a roulé en France sur des sorties drift. Donc dans les premières sorties drift. Alors les historiens du drift s'en souviendront, c'était donc à l'époque de la FFD, la Fédération Française de Drift, qui n'existe plus maintenant, et qui du coup organisait les premières sorties drift à Pouilly-en-Auxois, au Lurcy-Lévis. Et Greg l'avait acheté pour se lancer dans le drift à l'époque, avec son équipe du garage Kamikaze. Donc c'était essentiellement son frère et lui qui géraient ça. Ils faisaient des grosses prépas à l'époque. Et maintenant, la voiture tourne déjà. On a remis la mécanique avec mon pote James. Le faisceau, on a fait pas mal de modifications, parce qu'à l'époque, quand ils avaient fait le swap, il y avait eu quelques bricoles mal faites, et donc on avait des soucis de faisceau et soucis électriques. Tout fonctionne, mon ami Baptiste était venu m'aider à faire les premiers démarrages. Maintenant qu'il tourne, on améliore tout ce qui est autour. Donc, je vous montre un petit peu. On a commencé l'adaptation du kit intercooleur, donc qui vient devant. À la base, elle avait un montage V-mount, donc c'est-à-dire que ce radiateur de S14 en aluminium, bien plus épais, donc adapté au SR20 avec des sorties alignées. Ce radiateur, donc plus gros, améliore déjà le cooling pour l'eau, le liquide de refroidissement. Je l'ai accouplé moi à 2 spals. À l'époque, il y avait des ventilos d'origine de clim qui permettaient de faire le refroidissement. Donc avec les spals, il y aura un peu plus de puissance, ça permettra déjà d'avoir une meilleure évacuation. En plus, comme vous pouvez voir, vu qu'il y avait un 6 cylindres et que maintenant il y a un 4 cylindres, on a un gros espace entre les radiateurs et le moteur, ce qui permettra de brasser un max d'air. Les montages que je viens de terminer sont maintenant pour le radiateur d'huile, parce que quand votre moteur prend des tours, chauffe, votre liquide de refroidissement va forcément monter en température, mais également votre huile. Le dernier de lequel je voulais vous parler, c'est le radiateur de direction assistée. En fait, en drift, on fait tellement de voyages, on va dire, avec la crémaillère de direction. Les roues changent de position assez rapidement.
Donc toutes les pièces mécaniques ont tendance à chauffer, et donc le liquide de direction assistée monte très très vite en température. Donc moi, c'est une modification que j'ai fait il y a quelques années sur ma PS13. Depuis, ça a amélioré grandement le souci. Toutes ces petites modifications, ça permet sur piste déjà de préserver la mécanique, de rouler plus longtemps. Parce que même avec un radiateur d'eau, vous refroidissez quand même bien votre moteur, ça le sécurise. Mais c'est déjà arrivé, donc moi sur mon ancienne S13 jaune par exemple, au bout de certains tours, on se rend compte que la température d'eau est stable, mais la température d'huile, elle, a beaucoup de mal à redescendre, et donc on est obligé de faire 3 à 4 tours pour faire redescendre la température d'huile. Et du coup, ça vous supprime un peu le plaisir sur piste, parce que vous faites 2-3 tours intenses, et après vous en faites 2 fois plus pour refroidir le moteur. Maintenant qu'on a positionné les 3 radiateurs, donc pour l'eau, c'est bon, c'est connecté. On a les durits de Drift Shop qui vont jusqu'au bloc avec un support pour la sonde de température d'eau. On aura la température d'eau, la température d'huile, la pression d'huile et la pression de turbo. 4 informations qui sont très très importantes. On peut rajouter 2 informations essentielles comme une wideband. Wideband, ça permet de connaître son mélange air-essence, connaître la richesse du moteur et savoir si la carte suit. Et la pression d'essence est également une information très très importante. On est sur un setup assez soft avec une puissance assez faible. Le moteur fait déjà dans 200 chevaux d'origine. Il sortait 320, j'espère pas en sortir beaucoup plus. 320-350 chevaux sera très bien. Dans tous les cas, le petit turbo HKS qui est là est donné pour à peu près cette puissance. On n'ira pas au-delà. Comme ça permettra de garder la boîte d'origine et avoir un setup assez fun, fiable, qui permet de rouler sans trop s'inquiéter de casser quelque chose. Donc maintenant qu'on a nos radiateurs fixés, la prochaine étape, ça va être couper les durites à la bonne longueur, les faire passer correctement, les faire maintenir pour que ça ne bouge pas lorsqu'on roule avec la voiture. Et pour le filtre à huile, pour le radiateur d'huile, pardon, on va également donc positionner tous les raccords. Ça, c'était fait. Comme ça, on connaît un peu l'angle des durites à prendre. Faire les modifications pour les faire passer, parce que là, on est sur un plus gros diamètre que le radiateur de direction assistée. Donc il y aura peut-être un peu de modification au niveau de la façade avant à faire. Passer nos durites, couper à la bonne longueur, faire les raccords, ça je vous montrerai, donc c'est très très important, il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon ça risque de fuir et du coup fuite moteur, on risque de casser tout. Et à partir de là, on pourra remonter tranquillement la voiture avec donc tous ces radiateurs, son intercouleur, et niveau mécanique, je pense qu'on sera déjà pas mal. Du coup, les modifications à faire. Alors, pour le radiateur de direction assistée, très simple, on a fait 2 pattes. Ça permet de maintenir le radiateur, qui lui est en aluminium et très très léger. Il suffit de couper les durites à la bonne longueur, supprimer le retour, que ce soit au bocal ou sur le circuit rigide un peu plus bas. Comme vous pouvez voir, les durites passent proche du radiateur d'eau mais ne touchent pas. Par contre, touchent la tôle. En roulant, ça risque de se cisailler. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien protéger toutes vos durites, que ce soit de la chaleur ou des cisaillements. Sinon, vous allez avoir des petites surprises. Une autre petite astuce pour protéger ensuite votre circuit, une chute de durite d'essence. Ça, c'est l'astuce pas chère. Vous pouvez du coup couper les bonnes longueurs dont vous avez besoin. Vous faites une fente à la verticale, vous positionnez, éventuellement vous mettez un point de colle, la colle bicomposant c'est pas mal, mais dans tous les cas ces durites sont déjà très très rigides, juste le fait de les emboîter avec la pression exercée des durites dessus, ça devrait pas bouger. Voilà, donc le radiateur est maintenant terminé, donc fixé, nos colliers, la protection pour éviter que ça touche et que ça cisaille donc les durites sont positionnées, fixées entre elles, fixées au châssis pour éviter que ça se balade. Hop, elles vont jusque donc le circuit rigide qui va à la crémaillère et le bocal. Donc là il ne restera plus qu'à reconnecter la courroie de direction assistée puisqu'on l'avait débranché avec Baptiste pour faire le premier démarrage, remplir en liquide de refroidissement et au moment du prochain redémarrage, purger le circuit. Et radiateur d'huile, là c'est un peu plus technique. On est sur des raccords en AN10. Alors je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne sont pas trop calés. Les raccords AN, en fait, c'est des raccords à visser. Vous n'avez pas de collier
avec voilà, un épaulement qui permet de maintenir la durite en place quand vous avez un collier autour. C'est des colliers qui se vissent. Et donc voilà, vous avez un embout conique. On a la même forme à l'intérieur. Et en fait, en vissant correctement ces raccords, vous vous retrouvez avec une connexion parfaite, on va dire. Donc une fois que vous avez mis en contact le raccord, il suffit de serrer un petit coup et vous êtes donc du coup bien serré et bien étanche. Alors la seule difficulté, c'est que on n'est pas juste sur une durite à brancher et à recouper à la bonne longueur. Il faut faire tout ça, mais c'est de la durite de plus gros diamètre, plus rigide, et il faut s'amuser. Et donc vous devez couper vos durites, les faire passer dans les raccords, serrer. Donc ça c'est une étape très très importante. Si vous le faites mal, vous pouvez flinguer les petits filetages là. Vous pouvez même du coup avoir des fuites, abîmer la durite. Donc ça c'est très très important, il faut faire super attention. Je vous montrerai un petit peu les étapes à faire. Moi, il y a pas mal de tutos pour ça, hein. Je suis pas expert là-dedans non plus. J'en ai fait pas mal, que ce soit circuit d'essence, circuit d'huile. Donc vous avez plusieurs tailles. On appelle ça du dash aussi. Vous avez du AN6, 8 pour le circuit d'essence, AN10 en général pour du liquide pour de l'huile, pardon. Et vous avez encore d'autres tailles qui peuvent exister pour des montages plus costauds, quoi. Donc là, pour le radiateur d'huile, c'est un peu différent. Je vais vous montrer. Donc là, on a un filtre à huile Grady. Ce filtre à huile donc est pas trop accessible. Il n'y a pas beaucoup de place. Et vous devez y installer une pièce pour permettre de supprimer, on va dire, le filtre à huile, ou du moins le déporter, pour que la sortie d'huile ait, pareil, un bypass qui lui permette d'aller au radiateur d'huile, revienne, repasse par le filtre à huile et retourne dans le moteur. J'ai acheté une platine qui permet de faire ça, mais qui permet également de supporter des sondes. Donc là, c'est un montage assez costaud. Vous avez donc la pièce là en aluminium taillé qui permet donc de déporter le filtre à huile. Donc vous avez l'huile qui arrive et qui repart du coup dans une des deux durites. Et quand elle revient, hop, elle repart là et donc elle passe dans le filtre à huile avant d'être réinjectée là-bas. En plus de ça, donc vous avez deux supports sondes. Donc là j'ai mis des manos un peu cheap mais qui feront très bien l'affaire. Là on a la sonde de température d'huile et la sonde de pression d'huile. Et donc là ces données elles sont très très importantes parce que on va les avoir au tableau de bord. Ça permet de suivre si l'huile chauffe, si le moteur chauffe donc, et si vous avez une baisse de pression d'huile. Alors vous avez plusieurs endroits pour prendre la pression d'huile. Il y a plusieurs montages différents. Ça sincèrement c'est pas le plus simple. J'ai dû faire quelques modifications histoire que ça passe. Alors je vais vous montrer une fois la pièce en place. Hop. Ça passe tout juste, comme on peut voir avec le support moteur. Donc ça touche rien. On a encore de la place pour les sondes d'origine. Là le filtre à huile, du coup, on pourra encore le refixer. On a largement de la place. On a même plus d'accès que d'origine pour le démonter lors des vidanges. Donc les durites vont pouvoir passer donc une sous le support moteur et l'autre à côté du support moteur. Les deux vont se rejoindre, hop, suivre le chemin de câble, passer à côté du radiateur d'eau et rejoindre le radiateur d'huile. Le radiateur d'huile donc se trouve ici. J'ai fait en sorte que les raccords passent à peu près. J'ai connecté déjà un raccord d'H10 à la plaque sandwich qui nous redispatche donc l'huile au radiateur. J'ai passé une durite et donc là voilà, on est en train de regarder comment ça peut passer. C'est pas le tout d'imaginer le truc, il faut voir après comment ça passe. Je ferai un test aussi avec le phare tout à l'heure pour être sûr que mon montage gênera pas du tout. Là on a une problématique, donc notre raccord droit passe du coup par cette tôle. Il va falloir redémonter tout, percer avec une fraise à étage percée au bon diamètre. Avec un passe-câble, ça nous permettra de faire passer la durite par là. Et comme pour la direction assistée, ça passera le long du longeron et ça ira se connecter au moteur. Voilà, donc le trou est percé.
la durite en téflon qui est connectée à la modine, donc passe par là. Bien évidemment, je vais la raccourcir, hein. Donc là, c'était juste voir si le chemin correspondait. Il y aura un virage qui sera largement acceptable par là. Il faut maintenant tirer la durite, lui faire passer son chemin normal derrière le long du longeron, la faire passer dans le trou, faire un repère, couper du coup la durite à la bonne longueur, raccorder le dash 10 et notre première durite sera bonne. La découpe est repérée par ce morceau de Chatterton. Donc j'enroule la durite en téflon là-dedans. Ça va permettre lors de la coupe que le téflon, en fait, la tresse ne s'en aille pas. Vous avez plusieurs types de matériaux pour recouvrir les durites comme ça pour l'huile. En général, elles sont en métal. Vous les avez en chromé, vous les avez en noir. J'ai utilisé un petit peu tout. Sur mon dernier projet sur la RX7, j'avais de la durite en téflon. J'avais plutôt apprécié, déjà c'est un peu plus maniable, mais j'avais surtout apprécié le look. On dit que c'est mieux pour les caisses un peu vintage. Par rapport au métal, c'est moins brillant et l'aspect noir ça fait un petit peu plus discret, plutôt que d'avoir plein de durites qui se baladent dans les B-moteurs. C'est le genre de truc que je déteste. Là c'est plutôt discret, le téflon voilà, passe un peu partout, on a de la souplesse, donc voilà, c'est parfait. Après, chacun ses goûts. Le métal, je pense qu'il est un petit peu plus costaud. Sur des grosses prépas, c'est très bien. Mais pour ce projet, je pense que ça suffira largement. Allez, c'est parti. Il nous reste plus que donc à couper et raccorder notre dash 10. Alors, plusieurs méthodes pour couper les durites. Vous pouvez y aller à la scie, à la cisaille. Moi, je préfère utiliser ma petite disqueuse. C'est une petite disqueuse pas chère. Alors, tapotez bien votre durite, puisque là, vous allez avoir des résidus par contre dedans. Moi je conseille, je passe un petit coup de lime ronde dedans, histoire de gratter un peu l'intérieur. Bon coup de nettoyant frein, et vous êtes sûr d'avoir une durite clean, et pas vous retrouver avec des dépôts dans l'huile. Donc il faudra passer cette première pièce avant celle-ci. Donc celle-ci servira, on va dire, d'étau. Vous la passez une fois que vous avez bien enlevé votre scotch. Celle-ci viendra se visser dessus. En serrant, donc elle va rentrer dans la durite, puis l'écarter avec les dents qui se trouvent ici. Ça va permettre de maintenir la durite et de faire étanchéité, puisque en écrasant, voilà, elle devrait rentrer à peu près comme ça. Votre durite sera parfaitement étanche et bien maintenue. Et vous avez du coup un raccord d'H10 bien fixé. Première étape, on enlève l'adhésif. On passe ensuite la première partie. Je la fais rentrer en tournant un petit peu, comme si vous la vissiez. Et voilà. Il vous suffit maintenant de visser ça. Donc, petit conseil, parce que pareil, là, il faut un peu de force. Et pour éviter d'abîmer les raccords en aluminium, parce que là, ils sont anodisés noirs. Vous les avez anodisés de plusieurs couleurs. En général, c'est bleu et rouge. Moi, je les glisse dans un étau. Avec des morceaux de carton, ça permet de bien maintenir la première pièce. On visse ensuite cette partie dessus, tranquillement, histoire de ne pas foirer le filetage qui est très très fin et de ne pas marquer les pas en fait du raccord. Ça c'est plus pour une partie esthétique. Hop. Donc je vais vous montrer comment on fait. Le mieux pour visser tout ça, c'est d'avoir cette petite clé. C'est une clé en aluminium, donc vous avez matière contre matière, ça évite de les abîmer. Par contre là je l'ai que en dash 8 et en dash 6 et pas en dash 10, donc je suis coincé. Donc le mieux c'est si vous avez pas de quoi serrer sous la main. Là c'est une clé plate de 26 et j'ai pas ça sous le coude. Petite clé molette, clé mi-molette. Alors attention, laissez un petit peu de jeu pour pas marquer justement l'aluminium. Et en y allant tranquillement, j'ai déjà fait pas mal de fois, ça y va tranquille. La première durite est prête, les deux raccords sont fixés, il reste plus que du coup à les passer, une côté bloc, une côté radiateur, et préparer la deuxième. Et voilà, notre radiateur d'huile est maintenant connecté aux durites. La durite, là, hop, passe dans la traverse. J'ai dû agrandir un petit peu plus le trou. Il faudra maintenant mettre un passe-câble pour éviter que les morceaux saillants ne viennent déchirer la durite.
Celle-ci passe nickel là. Les deux se rejoignent derrière. On a un montage propre, discret. Ça évite d'avoir plein de durites qui passent dans tous les sens. Une fois le phare en place, on verra plus rien. Maintenant, montage d'intercouleur. Et voilà les amis, donc tout est connecté, intercouleur, j'ai remis tous les colliers, hop, avec des nouvelles durites. Donc tout est en place, je laisse encore les protections puisqu'il reste encore pas mal de boulot à faire autour du bloc. Radiateur d'huile connecté, radiateur de direction assistée connecté, radiateur d'eau avait même déjà été purgé, il restera encore le bocal, le vase expansion. Et tout sera fini au niveau du cooling, donc encore une bonne chose de faite sur cette caisse. Ça avance, encore un peu de boulot, mais on approche sincèrement de la fin. Il manque également le débitmètre. L'ami Baptiste en a eu besoin pour terminer son projet. Je vous mettrai le lien sur sa petite vidéo de démarrage. Donc il est en train de préparer un vieux pick-up Datsun avec un moteur de 300 ZX. Et le débitmètre que j'avais installé était un débitmètre de 300 ZX. Comme il est par-dessus le sien, il en a eu besoin. Donc allez regarder sa vidéo, c'est vraiment sympa. Il fait des super projets lui aussi. Pour finir, on va également contrôler le montage du radiateur d'huile. Hop. Donc, le phare de Cefiro. J'avais démonté toute la carrosserie pour bosser autour du bloc sans rien abîmer. Et hop là, les petits trous. Voilà. Le phare arrivera comme ça. Au top. Donc, toutes les durites passent, les câbles passent. Rien n'est gêné. Montage efficace, tout en façade, ça va permettre voilà, d'avoir un meilleur cooling et une caisse fiable. Je vous ferai suivre également les avancées de ce projet. J'en ai pas mal, hein. Il y a la Cefiro, il y a la Skyline, la RX7 qui approche de la fin. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Pour les novices, j'espère que vous avez appris certains trucs. Pour les pros, si j'ai fait des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas du tout mécano à la base, donc désolé. En tout cas, la Cefiro avance bien, j'en suis super content. Les premiers essais sont concluants, le moteur avait très bien tourné. Donc là, il nous restera à refaire la purge de tous les liquides. Et puis là, ça devrait tourner correctement. Encore pas mal de travaux, l'intérieur à remonter, le châssis à terminer, les freins également. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Je vous ferai des vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!